étape 5 sur 5, on est bientôt à la fin. Maintenant qu'on est conscient du niveau de qualité de nos données, ça c'est une chose, mais on ne va pas s'arrêter là, on va chercher à aller plus loin et à agir pour améliorer la qualité de nos données, justement. Deux manières d'agir, soit de manière préventive, donc on va s'assurer que la non-qualité qu'on observe sur nos données, elle soit plus présente dans les données qui arriveront après la mise en place de cette action-là. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment régler le problème à la racine. Soit, deuxième manière d'agir, de manière corrective. Donc selon les éléments qu'on a, on va mettre à jour les données stockées pour les rendre plus fiables. Alors, on va commencer par les actions préventives, et en fait, ces actions vont avoir pour conséquence des modifications sur le mode de récolte des données. Donc, on a plusieurs leviers d'action selon la source de votre non-qualité. Donc, la non-qualité, elle peut être liée à notre système d'information. Pour le savoir, on va effectuer des tests d'intégration. On voit ça juste après. Ou alors, la non-qualité, elle peut aussi être liée à la saisie. Et dans ce cas, on aura deux leviers: contraindre les valeurs d'entrée et communiquer. Alors, première source de non-qualité, le système d'information. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'il est possible que ce soit le chaînage des systèmes qui vous permettent de sortir vos données qui soit parfois défaillant. Par exemple, on a un premier système dans lequel on reçoit une commande client. On transmet certaines de ces données à un deuxième système, qui est le système logistique, et aussi à un troisième, qui est le système du transporteur. Et les systèmes numéro 2 et 3 donc, se parlent. Et à partir de tout ça, on va sortir une extraction générale, entre guillemets, que je représente par cette base de données en gris, sur laquelle on va s'appuyer pour sortir nos informations. Ça, c'est des cas hyper fréquents, parce que c'est même quasi systématique, parce que chaque entreprise est amenée à travailler avec différents logiciels métiers. Et donc, c'est pour ça qu'on va tester le chaînage des données. Donc, comment on va faire ? On va faire des tests. Tout simplement, vous allez suivre une commande client du début à la fin de cette chaîne et vous allez vérifier que les données sont consistantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas modifiées sans qu'on ait réalisé une action prévue pour les modifier. Alors, quelques paramètres à surveiller en particulier. D'abord, le format des données. L'exemple classique, c'est qu'on a une date dans un système qui est convertie en texte dans un autre, qui est reconvertie après en date, mais avec le mauvais format. Il y a plein de formats d'encodage différents des dates, et donc souvent ça pose problème. Deuxième chose à surveiller, c'est le traitement des doublons. Il y a des règles parfois dans les systèmes qui prévoient justement de gérer ces doublons, de les d'écraser parfois des infos lorsqu'elles sont multiples. Et donc, il faut connaître ces règles-là et savoir comment réagissent les systèmes. Autre chose, des correspondances entre les dates et les heures. Au-delà des problèmes de format dont je parlais juste avant, on a aussi parfois des soucis au niveau des fuseaux horaires parce que deux systèmes ne sont pas forcément sur le même fuseau horaire. Moi, j'ai déjà eu les cas et voilà, il faut en être conscient, quoi. Et dernier élément, le timing des extractions. Ça, c'est quand vous avez des cycles de synchronisation. Est-ce que ces cycles sont pertinents ? Par exemple, si le système numéro 2 est mis à jour tous les jours à 6h du matin, mais que l'extraction globale, là, en gris, elle se fait à 5h, on n'a pas les dernières données à jour. Donc, ça peut expliquer certaines données qui sont vides et ce genre de phénomène. La deuxième source de non-qualité sur laquelle on peut réaliser des actions préventives, ce sont les saisies. Donc l'exemple classique, c'est le téléphone. Peut-être que vous faites partie de ces milliers de gens qui ont le même numéro 01, 02, 03, 04, 05 ou un truc comme ça. Et voilà, c'est un peu l'idée selon laquelle si on ne bloque pas, on continue à renseigner n'importe quoi. Et donc la solution, c'est selon votre cas, vous pouvez établir ou revoir les règles de gestion de vos formulaires de saisie. Donc, quelques petites idées pour ça. La première, c'est de bien définir le format que vous attendez. Ça empêchera les cas d'erreur, que les erreurs soient volontaires ou non d'ailleurs. Par exemple, le code postal, ce que vous attendez, c'est pas juste 5 chiffres, c'est 5 chiffres qui correspondent à quelque chose dans le référentiel INSEE. Voilà, essayez de verrouiller au maximum ces formats-là. Sur les dates, pareil, essayez de prévoir, d'empêcher les saisies de dates antérieures à aujourd'hui ou antérieures à telle date parce que votre processus fait que c'est pas possible de saisir telle date avant telle date ou je ne sais quoi. Voilà, essayez de prévoir tout ça. Deuxième idée, utilisez l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quand on commence à taper un mot et puis vous suggérez le mot complet en fonction de l'historique de saisie de l'utilisateur. Ça permet d'éviter par exemple les erreurs de frappe. Vous pouvez aussi utiliser le pré-remplissage.
Ça, c'est qu'en arrière-plan, là, en gris souvent, en arrière-plan d'un champ de saisie, on met un exemple de données attendues. Comme ça, on est à peu près conscient de ce qu'il faut renseigner. Ça, c'est quelque chose qui paraît évident parce que on commande tous des trucs sur Internet et que c'est très bien fait les formulaires et c'est fluide et voilà. Par contre, dans les logiciels métiers, dans l'industrie, etc., c'est pas aussi intuitif et aussi souple et aussi clair que ça. Donc, il faut penser à prévoir ces petits cas-là. Et enfin, ne faites pas saisir, si possible, de données que vous pouvez déduire à partir d'autres données. D'abord parce que ça fait perdre du temps à ceux qui saisissent. Ensuite, que c'est pas forcément très intéressant de passer son temps à taper sur le clavier et qu'on risque aussi de se tromper. Exemple, dans un système de vente, il y a des administrateurs des ventes qui donc saisissent des commandes auxquelles ils appliquent, s'ils veulent, un pourcentage à leurs clients. Et donc, s'il y a un endroit où on saisit un code promo, on ne devrait pas, autre part, avoir saisir le pourcentage de remise associé au code promo, puisque par définition, un code promo a un pourcentage de remise. Donc voilà, ça c'est le genre de cas pour lequel on essaye d'éviter ce genre de saisie, quoi. Deuxième levier d'action, c'est la communication, tout simplement. Ça règle des fois bien des soucis. Par exemple, typiquement le numéro de téléphone. Si on revient au numéro de téléphone, selon ce que je vais acheter ou voilà, si on me dit, si on m'informe de l'usage qu'on fait de mon téléphone, je suis susceptible peut-être d'être rassurée et de renseigner mon information. Si on me dit rien, je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai pas forcément envie de donner l'info. Donc si on me dit voilà, votre numéro de téléphone sera utilisé en cas de retard de livraison ou je ne sais quoi, ok. Et sinon, bon bah je vais voir. Donc c'est important de bien communiquer là-dessus. Deuxième idée, c'est de prévoir une case je souhaite pas renseigner telle info. Parce que là au moins c'est clair, vous connaissez précisément le taux d'infos qui sont pas renseignées consciemment. Ça c'est pas toujours facile à calculer parce que pour un numéro de téléphone, vous pouvez très bien renseigner 06 12 23 machin et au final ça correspond pas du tout à votre numéro et la personne qui analyse les données a aucun moyen de le savoir. L'impact derrière, c'est que peut-être que vous allez réaliser des actions marketing ou envoyer des SMS pour des retards ou bref, peu importe. Vous allez payer le coût des SMS que vous envoyez vers des numéros qui sont erronés. Vous allez peut-être aussi avoir des questions des propriétaires de ces numéros qui sont pas les bonnes personnes et qui pollueront un peu votre SAV ou ce genre de choses. Donc voilà, dans ce cas-là, mieux vaut être clair et prévoir, pourquoi pas, cette option dès le départ. Dernier élément, c'est ce qui concerne l'interne. Donc ce que j'appelle interne, c'est pour les logiciels métiers qui sont utilisés seulement au sein des entreprises. Là-dessus, c'est important de communiquer par rapport à l'usage que vous faites de tout ce que les personnes saisissent. Il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent vraiment beaucoup de temps à saisir des infos et il faut tout simplement accorder à leur travail l'importance qu'ils méritent, l'importance qu'il a en leur expliquant à quoi ça sert derrière. L'exemple que je peux vous donner, c'est une société de transport pour laquelle les dates de livraison prévues n'étaient pas forcément mises à jour. On a une date de livraison attendue, c'est ce qui est demandé par le client, et après on vient renseigner une date de livraison prévue. Cette date de livraison prévue, elle permet après de calculer un indicateur entre la date de livraison prévue et la date de livraison réalisée. Si on ne met pas à jour cette date de livraison prévue, parce que par exemple la marchandise, si le client n'est pas prêt, parce que le client a changé d'avis, etc., et on risque d'avoir à la fin un indicateur de performance qui est d'une part inexact et d'autre part qui est le reflet d'une contre-performance. Et ça pose problème parce que souvent on a des pénalités financières qui sont associées à ce genre de contre-performance. Donc voilà, c'est important dans ce cas-là de communiquer, d'expliquer en quoi la non mise à jour de ces données-là tout simplement pénalise l'entreprise, quoi. Voilà pour les actions préventives. Maintenant, les actions correctives. Alors, il n'y a pas 50 solutions. Les solutions, c'est de faire des reprises de données, donc c'est-à-dire de mettre à jour en masse les données qui sont erronées dans le système. Donc, la difficulté, évidemment, c'est d'obtenir les bonnes données, justement. Donc, dans ce cas-là, soit vous avez un autre système d'information dont la fiabilité est vérifiée et vous pouvez faire un espèce de copier-coller d'un système vers l'autre. C'est ça qu'on appelle des
reprise de données, ou alors vous avez des référentiels autour qui permettent aussi de corriger certaines lignes. Typiquement pour le code postal et la ville, vous partez du principe que le code postal est bien renseigné, vous allez injecter les bons noms de ville ou inversement. Ça permet de cleaner un peu vos bases de données et d'avoir des informations un peu plus fiables. Voilà, ça c'est pour l'étape 5. C'est un peu la quête de la qualité parfaite pour nos données. Et donc on a bouclé la boucle. Donc ce qui veut dire que c'est à la fin de cette étape, ça va aussi alimenter à nouveau le processus de contrôle des données. Donc clairement, la qualité, ça se contrôle pas une fois et crac, c'est fini, on n'en parle plus. La qualité des données, elle se monitore, elle se suit. Donc, si possible, fixez-vous un agenda selon vos ressources. Vous vous dites, voilà, je vais réévaluer la qualité de mes données tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Voilà, à vous de voir. La bonne nouvelle, c'est que ça ira de plus en plus vite parce que vous aurez automatisé vos contrôles et donc ça fluidifiera tout ce travail-là. Un petit conseil, c'est d'utiliser plutôt des outils du type Power BI pour fluidifier tout ça, justement. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que vous verrez l'impact, l'effet de vos actions préventives et correctives sur la fiabilité des informations produites. Et ça, c'est quand même intéressant à voir dans des contextes de business et de prise de décision assez stratégiques.